Ok. Bezrat Hashem, aujourd'hui on commence une nouvelle série de cours. Je ne sais pas combien ça va être, ou 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, on va parler de la théorie de l'évolution. D'accord? J'appelle ça la théorie de l'évolution, on va parler aussi du début de la création du monde, etc. etc. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on va parler essentiellement science. À la fin, on parlera de ce que dit la religion de ça. D'accord? De ce que disent les références, de ce que disent les rabbinim, ce que le Rav Bochko a écrit là-dessus, le Rav Moshe Bochko Zatzal. Et c'est très très important. Et pourquoi? Surtout vous en tant que Françaoui. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Quand moi j'ai fait le bac, moi j'ai fait S, bio. Ça s'appelle aujourd'hui, c'est moi, ça s'appelle bac S, biologie, d'accord? Ça s'appelle pas S, c'est pas grave. Très important. Donc, moi j'adore la biologie, c'est extraordinaire, c'est parfait, c'est magnifique, c'est la création, c'est la Kadosh Baruch Hu, on voit tout là-dedans. Et on avait un gros bouquin, et j'ai écrit 40 pages au bac. 40 pages avec des schémas, des dessins, etc. Je dis s'il y a moins que 19, c'est l'antisémite. D'accord? 20, je comprends parce qu'il ne faut pas faire un dossier, mais 19, c'est le minimum. D'accord? Elle m'a mis 15. Et cet imbécile là, je l'ai eu en plus au bac hébreu, parce que j'ai fait le bac hébreu aussi en parallèle. D'accord? Et c'est elle qui m'a interrogé au bac à l'oral. Alors je n'ai pas pu me retenir, je dis, mais je comprends pas. Je comprends pas. Comment c'est possible 15? C'est pas possible. Parce que tous mes copains aussi, quand ils croient avoir réussi, ils sont tous sur les 10, 12, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? 15, c'est très très bien, c'est la meilleure note. Je donne jamais plus que 15. Je dis, à cause de toi, j'ai raté la mention. Merci beaucoup. D'accord? Donc, maintenant, la bio, c'est magnifique. C'est magnifique la bio. Le livre qu'on avait, il y a plein de sujets. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à mon époque, au bac, tu avais 3 questions. Toujours 3 questions. Les 2 premières questions, c'est sur tous les sujets du livre. La 3e question, c'est toujours sur l'évolution. Toujours. Il y avait 3 chapitres à la fin du livre qui parlaient de l'évolution. Et la 3e question du bac, c'est toujours sur l'évolution. Et ça demande explication. Parce que si c'est un sujet comme tous les autres sujets, alors le bac, ça devrait changer. Au pif, quoi. 3 sujets, toujours au pif. Non. C'est-à-dire que, parce que comment on étudie? C'est très bien qu'on fait des impasses, on ne peut pas tout étudier, donc on fait des impasses, d'accord? Mais tu sais très bien quand tu étudies le bac bio, que tu ne peux pas faire l'impasse sur l'évolution, parce que tu sais qu'il va y avoir une question là-dessus. Tu prends les 30 dernières années, les annales, tu as toujours une question sur l'évolution. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. D'accord? Notre prof, qui n'était pas du tout religieuse, elle enseignait aussi à la fac en Israël, et elle nous disait que ce qu'on étudiait nous, c'était au niveau de la deuxième année, c'était étudié en universitaire. D'accord? Et moi, toujours, je posais la question, hein, parce que tu prends le livre, tu étudies, c'est tout magnifique, c'est tout extraordinaire, c'est tout parfait. Tu arrives aux 3 derniers chapitres, d'accord? Et c'est tout des points d'interrogation. Il est possible, on pense, force probabilité, statistiquement, etc. Point d'interrogation. Et je lui dis, mais c'est de la science ou c'est des questions? Elle me dit, c'est la meilleure théorie qu'on a aujourd'hui. D'accord? Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer et de voir aujourd'hui. Maintenant, j'introduis déjà la fin du cours. Bien qu'on va voir beaucoup de choses qui sont contre l'évolution, je ne dis pas que la théorie de l'évolution n'est pas vraie. Mais ce que je veux montrer, essentiellement dans les prochains cours, c'est que ce que j'ai écrit ici, Torah ta evolutia, c'est pas Torah, ça veut dire la loi de l'évolution. Et c'est comme ça, dans certains endroits en Israël, on appelle ça Torah ta evolutia. Mais je veux montrer qu'il n'y a pas de Torah ta evolutia, il y a
Teoria te evolution. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Torah, on a une théorie. On n'a pas de loi de l'évolution, on a juste une théorie. D'accord? Et pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'évolution, qu'est-ce que les scientifiques parlent de l'évolution, etc. etc. D'accord? Pour comprendre déjà comment cette théorie-là elle est née et comment c'est possible qu'elle a réussi à s'infiltrer et tout de suite à se faire accepter comme si c'était la science infuse, d'accord? Il faut comprendre le contexte historique, d'accord? La première chose, c'est la Renaissance. Qui c'est qui peut nous dire une des choses les plus importantes qui s'est passée pendant l'époque de la Renaissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus? Les dinosaures. Les dinosaures? Il faut faire un... l'histoire de... Hein? Alors, d'un point de vue religieux, Copernic. Copernic? Ouais, non, mais ça sort pas l'église est Rastaquet. Ouais, Faut que tu Renaissance, c'est quelle année en vrai? Non, le pouvoir des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Séparation des pouvoirs de l'église et de clergé et noblesse. Non, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout savoir. D'accord? Petit détail historique, ce qui s'appelle le protestantisme. D'accord? C'est-à-dire, il y avait... Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez que, à l'époque, l'église, le pape, il vivait comme un roi. Il vivait toujours comme un roi. Mais il avait une cour, il faisait des balles, etc. C'était vraiment un roi. Avec des hommes? Non, avec des hommes, des femmes, à l'église, il y a tout, hein. Ouais. Petits enfants. Et le grand problème, c'est que pour tenir une cour, il faut énormément d'argent. Et les impôts que l'église prenait, ça ne suffisait plus. Donc, ils ont fait ce qui s'appelle des indulgences. C'est quoi une indulgence? C'est que tu as fait plein de avérotes, tu viens chez le curé, il te signe une indulgence, tu payes, bien entendu, voilà, indulgemment, tu payes, voilà, et cette indulgence-là, qu'est-ce qu'elle te fait? C'est ta carte de crédit pour entrer au monde futur, au Gan Eden. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec ces indulgences-là, c'est que tu peux en acheter aussi pour tes parents qui sont morts, pour toute ta famille, tes oncles, tes tantes, tes frères, tes sœurs, tous ceux qui sont morts et qui sont peut-être en train de brûler chez Maxime en enfer, d'accord? Alors, tu peux aller chez le curé et tu signes une indulgence, tu laisses un paquet et tu es tranquille. Toi, ta famille, tes enfants, tu peux même signer pour tes enfants qui naissent, c'est extraordinaire. D'accord? Et alors là, c'était ce qui s'appelle le coup de grâce. Et il y a un homme qui s'est levé et qui s'appelait Moshe. Luther. Moshe. Non mais les enfants, là, l'histoire, ça ne marche plus du tout. Là. Qui? Luther. Martin Luther King. D'accord? Martin Luther King, et qui a protesté. Il a écrit un texte qui s'appelait le proteste. C'est-à-dire qu'il a protesté. Et qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il dit et il explique que l'homme n'a pas besoin de l'église, ni du pape, ni du curé, ni de personne pour s'approcher de Dieu, d'accord? Et donc, on est en train de se foutre la tête du monde pour faire de l'argent sur le dos des pauvres gens, et donc il a monté ce qui s'appelle le protestantisme. Et c'est quoi le protestantisme? Qui n'est pas comme le catholicisme, mais c'est-à-dire qu'on travaille l'éternel, on travaille Dieu sans intermédiaire. Le curé, il est là que pour nous aider, mais c'est pas par l'église qu'on travaille. D'accord? Et donc c'était pour arrêter le fait que l'église, elle, utilisait le peuple pour arriver à ses fins. Maintenant, ça c'est la première chose dans le contexte historique. D'accord? Deuxième chose, la révolution industrielle. Je
sais pas si vous êtes au courant, mais au 19e siècle, c'est le siècle de toutes les inventions, toutes les inventions, c'est pas que la lumière. Non, ça s'appelle le siècle de la lumière. Ah, le siècle de la lumière, ok. Toutes les grandes inventions ont été inventées pendant ce siècle-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que le monde a commencé à croire en fait que la science peut tout faire, peut tout expliquer et peut arriver à tout et n'importe quoi. Deuxième chose. Troisième chose, la scala, c'est-à-dire l'émancipation, et que tout le monde commence à étudier. C'est-à-dire que jusque-là, la majorité des gens c'était des illettrés. Aujourd'hui, les gens ils commencent doucement à étudier, à comprendre, etc. Et donc ils commencent à être moins dupes. À l'époque, avant, on pouvait leur dire tout et n'importe quoi, les gens ils gobaient n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens ils commencent à devenir intelligents, ils commencent à étudier, tu ne peux plus leur dire n'importe quoi. Ils veulent des explications plausibles, scientifiques, etc. etc. D'accord? Tout ça a fait que la base était prête pour la théorie de l'évolution. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que le 19e siècle, on l'appelle le siècle sans Dieu. C'est-à-dire que les gens en avaient marre de la religion. Et si quelqu'un vient et il me dit, tu sais quoi en fait, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de religion, je vais tout de suite transformer ça en ma religion. C'est-à-dire, on regarde plusieurs intellectuels, scientifiques, etc., qui ont écrit sur la théorie de l'évolution, et énormément de gens appellent ça la religion de l'évolution. L'évolution, c'est une mode intellectuelle, un substitut pour la religion, etc., etc. Toutes sortes d'articles comme ça qui nous expliquent en fait que pourquoi le monde a accepté tellement rapidement cette théorie, tout simplement parce que qu'est-ce que ça nous disait? Tu sais quoi? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'explication, la science elle va tout expliquer, elle va tout te montrer, etc. Et tu ne dois rien à personne. Les gens en avaient marre de la religion, les gens, ça a commencé bien entendu avec le protestantisme, on a dit, après les gens commençaient à étudier donc les explications de la religion, elles étaient pas convaincantes, et les gens ils voulaient des choses convaincantes. Je vous donne un exemple, j'avais chez moi dans ma communauté en Belgique un prêtre, d'accord, qui s'est converti bien loin. Il s'appelle aujourd'hui Ariel Tzion. Il habite à Soucia, d'accord. Et il nous a expliqué pourquoi il s'est converti. Alors lui, il était protestant, il était prêtre protestant, il avait sa paroisse, etc. Et il donnait des cours, etc. Mais il avait plein de questions. Pour comprendre la religion, les bases, etc. Et donc, quand il est parti poser des questions à ses supérieurs, ils lui ont dit tous la même chose. Ici, on ne pose pas de questions. C'est comme ça, etc. Maintenant, lui, il a commencé à poser ses questions dans la paroisse. Et ça n'a pas plu du tout à ses supérieurs. D'accord? Donc, ils l'ont viré. Et lui, il n'a pas arrêté. Il a continué à chercher. Et il nous a dit à la fin que on lui a dit, le seul endroit où tu peux poser toutes les questions que tu veux, c'est chez les Juifs. Les Juifs, tu poses toutes les questions que tu veux. D'accord? Il va chez les catholiques. Tout le monde dit, c'est comme ça. Pose pas de questions. D'accord? C'est comme ça la religion. Dans le judaïsme, tu peux poser toutes les questions du monde que tu veux. D'accord? On ne dit pas qu'on a la réponse à tout, mais tu peux poser toutes les questions que tu veux. Donc, il est venu, il a commencé à recevoir des réponses. Il s'est converti, lui, sa femme, ses enfants, une grande partie de sa paroisse, ses parents, le monde entier. Il a converti tout le monde là-bas. D'accord? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que dans la majorité des religions du monde, il n'y a pas de réponse. On n'est pas en train de faire un combattant sur le judaïsme, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, quand les gens, ils ont commencé à étudier, ils voulaient des réponses plausibles, etc., on s'arrête là. Et quand la science elle-même, elle te dit, moi, j'ai des explications, et je vais te montrer en fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de religion, tu ne dois rien à personne, les gens disent, ok, amen, à boule. Ah, mais encore, on a plein de trucs qu'on ne sait pas répondre, c'est pas grave. Ça s'appelle scientifique. On peut expliquer comme ça qu'en fait, il n'y a pas eu de création, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas on ne doit rien à personne. Extra, on accepte. Donc c'est devenu tout de suite une religion. Mein Kampf, mon combat, Hitler, page 314. D'accord? Hitler qui explique qu'en fait, la base de sa théorie, à lui, la théorie
hitlérienne, d'accord, pour l'évolution, elle est basée sur l'évolution. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi je vais tuer les juifs? C'est pas un secret, d'accord? C'est écrit dans son bouquin qu'il va tuer tout le monde, d'accord? Et c'est un bouquin de celui qui veut se suicider, il lit ce bouquin, après il se suicide, il n'y a pas de problème. C'est 1000 pages, c'est un truc ahurissant, et il a écrit ça en prison d'ailleurs. Il écrit que le monde avance. La théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'elle dit? Il parle de Dieu en passant, il parle lui-même de Dieu, mais il dit que Dieu a créé le monde avec l'évolution, d'accord? Et que l'évolution, c'est que le monde se parfait tout le temps, et que ceux qui ne sont pas bons pour le monde, ils s'effacent d'eux-mêmes. On va en parler plus tard de la théorie de l'évolution, d'accord? Et il n'y a que la chutzpah, l'insolence des Juifs qui voudraient aller contre les règles de la nature. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider la nature. Parce que les Juifs, comme ils ne sont pas évolués, c'est des singes qui ne sont pas vraiment évolués, qui ont mal évolué, ils ne sont pas devenus des Ariens, d'accord? Donc ils ont mal évolué. Donc nous, eux, ils auraient dû partir, s'effacer dans la nature. Mais eux, c'est des insolents, ils vont contre la nature. Et donc nous, on va aider la nature à terminer le boulot et à les effacer pour que le monde puisse évoluer comme il le faut. Ok? Vous avez compris? Ok. Maintenant, tout le monde parle du Big Bang, l'évolution, Darwin, combien d'âge a le monde, comment le monde a été créé. Tout le monde parle de ça, et il y a plein de gens qui font leur vie par rapport à ça. Mais qui sait vraiment de quoi ils parlent? Personne. Petit reportage à Tel Aviv. On pose des questions à droite et à gauche à des gens dans la rue sur ce qu'ils savent. Et eux, ils font leur vie par rapport à ça, bien entendu, parce que vous comprenez très bien que si je dis qu'il y a un Dieu et qu'il a donné un Torah, alors je dois faire écrire un Torah. Si je dis qu'il n'y a pas de Dieu et qu'on est tous des singes, donc je fais ce que je veux. Donc automatiquement, cette question-là, elle est très très importante par rapport à ce que chacun fait dans sa vie. Et pourtant, les gens qui font leur vie, chacun comme il veut, personne n'en a aucune idée. Mais alors, aucune idée. למה לא? שאלות קשות. להיות מאושר. Quel âge a le monde? אוי אוי אחי, שאלות קשות. שאלה גדול עליי. גיל העולם. גיל העולם. העולם זה שנים, אני יודע. הרבה שנים. אין לי מושג. הרבה שנים. מיליארדים. מיליונים. 5,000 שנה, משהו כזה. מיליארדים. נראה לי מיליארדים. Il est religieux, hein? כן. מיליארדים. מיליונים. יש לפי הדת, ויש לפי המדע. אני חושב ששניהם למעשה משולבים, אבל לפחות כמה מיליוני שנה. לפי המקורות, כמה זה? 5,000? יותר? 5,762. Comment tout a commencé? הוא תמיד היה. Toujours il était. תמיד היה. נוצר מטבע. Il a été créé par la nature. נוצר, העולם נוצר מטבע. אבל יכול להיות שהיה איזשהו התפרצות C'est של possible qu'il y ait une explosion de משהו. quelque chose, je sais pas exactement. הפיצוץ הגדול? המפץ הגדול? זו גם התיאוריה שלה? Toi aussi tu penses ça? Je sais pas. Ouais, ok, on peut dire. מלמעלה בראת הכל. דוד, איך למדת על בריאת העולם? Dis-moi, comment le monde a été créé? ענן של חלקיקים Il y avait un nuage de petites parties qui gravitaient l'une autour de l'autre et il y a eu il dit n'importe quoi. שכאילו יצר גרביטציה ששווה פנימה עוד וככה התגבש לו. יש את התיאוריה שמגדירים אותה The Big Bang Theory, אוקיי, שזה התיאוריה המדעית. שדווקא יש איזושהי קורלציה בין התיאוריה הזו ובין התיאוריה הדתית היהודית. השאלה שנשאלת, האם ה-Big Bang Theory מוגדר לפי השבע ימים או יכול להיות מוגדר בצורה אחרת? השבע ימים זה הגדרה של זמן מסוים, יכול להיות שזה סקאלה מסוימת. אלוקים ברא את העולם.
טבע. שמולה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טהורה. Il n'est pas religieux. בראשית ברא, קודם כל ברא. בדרס הקדוש ברוך הוא, כן. כוחות עליונים שאני כרגע לא... Des forces extraordinaires, je ne peux pas les expliquer, mais des forces. על ידי כוחות מסוימים. Lui aussi. מים, אני לא יכול להגדיר אותם. Tout est créé par des forces, je ne peux pas leur dire les... כוח מסוים או אנרגיה מסוימת. From nothing there's nothing. בורא עולם ברא אותו. אני מאמין בבורא עולם. כל מה שהוא עושה, הוא שולט על הכוח שלי. הכל דבר. שיהיה גם הרמטכ"ל וראש הממשלה, הוא מכניס להם בראש מה לעשות. Il continue à poser toutes sortes de questions, les gens ils savent rien. האמת שזה בעיה, כוח המשיכה אחד הדברים שלו. Donc, maintenant c'est très intéressant. Vous voyez des gens religieux qui disent des milliards d'années. Tu vois des gens qui ne sont pas religieux qui disent c'est Dieu qui a créé. Combien? Des milliards. En fait, peut-être des millions. Je sais pas. D'accord? Comment ça a commencé? Personne ne sait expliquer. Même les gens qui commencent à dire des choses un peu scientifiques, ils s'embrouillent, ils disent tout et n'importe quoi. D'accord? Quoi qu'il en soit, ne croyez pas que c'est seulement à Tel Aviv. Hein, parce que moi j'ai fait ça dans plusieurs cours où j'ai posé la question à des gens. Personne ne sait. Rien. Rien. Et les gens font leur vie. Ça dérange personne. Tu sais pas comment le monde a été créé. Tu sais pas s'il a été créé. On te dit qu'on vient tous des singes. Plein de gens acceptent ça. Ils n'en ont aucune idée. Est-ce que le monde a été créé, pas créé? On vient des singes, pas des singes? Personne ne sait rien. D'accord? Et c'est une grande question. Est-ce que nous, on sait quelque chose? J'hésite à vous montrer un autre film. Mais c'est un film terrible. C'est pas un film, c'est 20 minutes. Non, mais c'est 20 minutes où on voit des scientifiques qui parlent. Et c'est très très bien fait, parce qu'il y a des titres à chaque fois, la question qu'on pose, et qu'est-ce qu'il dit comme réponse. Et on voit qu'est-ce qu'il dit, qui sait ou qui ne sait pas. D'accord? Mais c'est en hébreu. Et c'est plein de gens scientifiques, c'est une émission en Israël qui a été faite pendant plusieurs semaines, etc. C'est des gens qui sont tous, pas du tout des gens pas religieux, c'est tous des professeurs, le top du top de l'académie israélienne, d'accord? Et ils racontent ce qu'ils savent du début de la création, le monde, la physique, etc., etc. Vous avez la force de voir ça? Ouais. C'est très très beau. Et c'est très fort. Bon, on expliquera plus tard après la suite. Ça c'est une introduction sur le monde. Comment il est fait, de quoi il est fait. Dans une cellule unique, il y a des centaines de milliards de... Je pense que c'est un film. Dans le corps de l'homme, il y a 100 milliards de cellules. Dans le cerveau, il y a 10 milliards de neurones. Dans le corps de l'homme, il y a 80 000 km de veines de sang. 80 000 km. C'est pas mal. 127 millions de capteurs de lumière dans les yeux. Sur le globe terrestre, il y a des millions de sortes de vie. Comment est-ce que tout ça a pu se faire de lui-même? Ou alors il y a une main qui dirige tout avec intention. La logique dit que à toute chose qui est compliquée, il y a quelque chose qu'il a fait. La science dit tout s'est fait de lui-même. Que c'est vraiment la science? Donc comme je vous l'ai dit, c'est à la télévision. Lui, c'est celui qui fait l'interview. Et ça, c'est tous les professeurs
qui sont interviewés et qui disent ce qu'on sait aujourd'hui en science. Qu'est-ce que c'est la science sur le début de la création? Là, il explique à chaque fois qu'est-ce qu'il est en train de dire. משבר, זה qu'on a écrit, je ne sais pas quoi. אז הנה בא רוקינג ומציע פתרון. בואו נגיד שזה לא היה נקודה מתמטית הקטנה ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אלא זה היה מין איזשהו גל קטן, גוף ישות קוונטית כזאת, גלית, ששם יש בכל זאת קצת מרחב ויש קצת זמן. זה לא כמו גל קלאסי שיש לו משמעות, אלא זה הכל פלקטואציות שבהם אי אפשר להגדיר מרחב וזמן רק כשהפלקטואציה הזאת מגיעה לאותו רגע של מה שאנחנו קוראים תחילת היקום, המבט הגדול. אחרי זה מתחילים להיווצר שם קשרים שאפשר לתאר אותם כמרחב וזמן. לפני זה אי אפשר. אז במה הועילו חכמים ותקנתם? כלומר, במה אוקיי, חזר בעיות, ותגעה את הפיזיקה, נאמר, מצבים פרדוקסליים שהם לא היו קיימים, שהיו קיימים בנקודה סינגולרית, ולא קיימים במודל שלו. הוא לא עושה את זה, ואף אחד לא טוען שמשהו הוא טוען. הוא טוען, הוא טוען עוד דברים ש... גם הוא עצמו שינה הרבה דברים לדעת. לא, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. בעיית תחילת היקום, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. Vous avez compris? Comment ça a commencé? אין פתרון, on ne sait pas comment expliquer. אנחנו דיברנו על le temps a commencé. איך זמן יכול להתחיל באיזושהי נקודה, ואם משהו מתחיל בנקודה מסוימת בזמן, אז תמיד אפשר לשאול מה היה רגע אחד לפני זה. 15 מיליארד, 10 מיליארד, qu'est-ce qu'on peut toujours poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant? חוקים, הזמן, אתה לא יכול לשאול מה היה תחילת היקום, כי לא היה אפילו זמן. Parce qu'avant, le temps, il n'y avait pas le temps. Disons que moi, je peux oui poser la question. תשובה לשאלה מאוד נאיבית הזאת, אבל מה היה קודם? Question naïve, il n'y a pas de réponse. רגע את היקום, כי אני מבין שזה נושא מאוד בעייתי. Dis non, je ne vais pas poser la question plus loin, je vois que c'est un problème. ייתכן מאוד. Comment la vie a commencé? כלומר, היו רק מולקולות שצפו בחלל האטום. על ידי רשת של אינטראקציות בדרך פלא, זה d'une manière extraordinaire. למד לכך, חת לשין וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר, היו רק מולקולות שצפו בחלל האטום, ובדרך פלא על ידי רשת של אינטראקציות. Qu'est-ce que c'est que la vie? מדובר כאן בתהליך מאוד קשה, מאוד שאת פרטיו אנחנו אפילו לא מסוגלים לשער, שליצור ישות מאוד מאוד מסובכת, החל מהרמה המולקולרית. צריך לזכור שמולקולות הן זעירות מאוד, ולכן בתוכנו יש מספר אסטרונומי של מולקולות, וכל המולקולות האלה בצורה כזו או אחרת מדברות אחת עם השנייה, בתוך תאים, שיחה בין תאים לבין תאים אחרים, בין איברים לבין איברים, הורמונים, תשדורות כימיות. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. התוצאה היא סיבוך עצום של פרטים אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. Résumé. Début du temps, on ne sait pas. Début de la création, on n'a pas de réponse. Le début de la vie, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que la vie? Aucune idée. Est-ce que le scientifique comprend quelque chose qui מתכנן, של אדם, ואגב של הרבה יצורים אחרים, הנמטודה שהזכרנו קודם, וכולל צמחים, וכולל חרקים וכן הלאה. התוכנית הזאת, שאגב דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות. ברגע שנדע את התוכנית הזאת, נשב על המדוכה, נשתמש במחשבי על, ננסה לשתת את החלקים, ננסה להבין איך חיבונים של התוכנית בתוך התוכנית הזאת. On ne comprend pas, mais si on avait des ordinateurs super puissants, peut-être qu'on pourra comprendre ce programme-là. Il parle tout le temps de la même chose, il ne peut pas dire le mot Dieu, tout simplement. Donc qui c'est, d'après les scientifiques, qui c'est celui-là qui fait le programme? Parce que tu dis qu'il y a un programme, alors qui c'est qui fait le programme? Alors il dit que dans le monde, il y a un programme de s'auto-programmer. Tout est spontané. Il n'y a rien qui est programmé vraiment, c'est un auto-programme. מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שמכירות זו את זו ויוצרות את המבנה הכולל. בסופו של דבר זה יעזור להבין את זה. Elles sont intelligentes parce qu'elles savent comment se faire elles-mêmes.
Comment tout a commencé? Il y avait des cellules très intelligentes qui se sont fait eux-mêmes en eux-mêmes et ils se sont assis pour faire un programme et ils ont programmé tout eux-mêmes en eux-mêmes pour programmer le monde entier. Qu'est-ce que fait le scientifique? Il n'a pas de réponse. On a un problème, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? להגות, ça veut dire on a inventé une théorie. אני עשיתי את עבודת הדוקטורט שלי עם פיזיקאי מאוד ידוע שנקרא דיוויד בורן, שנפטר לפני כמה שנים לצערנו, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים שנקראת תורת המשתנים הנשתנים, שעד היום יש לה הרבה חסידים, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים. Il y a plein de chassidim, on appelle ça un peu des chassidim. Il y a plein de gens qui ont adhéré à cette théorie. הדבר הזה ידוע. בכל זאת, עברו 70 שנה מאז. ואנחנו עדיין הרבה דברים מרגישים מאוד מאוד. ואנחנו עדיין הרבה דברים מרגישים מאוד מאוד. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que c'est le noir, on n'est pas à l'aise avec les réponses profondeurs. יירגעו, אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט תקבלו את זה, שככה דברים נעשים. אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט תקבלו את זה, שככה דברים נעשים. Il dit qu'un grand professeur à l'université, קבלו את זה, שככה דברים נעשים. אל תשאלו את עצמכם. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit quand les élèves ont posé trop de questions? Il a dit, il ne faut pas toujours poser des questions. Il faut pas, ne posez pas toujours la question comment c'est possible. Accepter et c'est comme ça. Il faut les amin. Il faut croire. Donc au lieu de croire en des choses que j'ai aucune preuve, on peut croire en encore plein de choses. Résumé. On invente des théories, on se sent pas à l'aise et on accepte sans poser de questions. והיום הקבוצה שלמה של פיזיקאים מתמקדת בדבר חדש גם, במסגרת של תיאוריית מיתרי על, מין איזשהו חלקי, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, שזה מין מיתר זעיר מאוד, שמתנודד בין התנודות שלו, qui ont inventé une nouvelle théorie, qui disent qu'il y a peut-être une toute petite chose dans le monde qui bouge et qui fait que les choses se créent. אתה מאמין בתיאוריה הזאת? אני חושב שבאמת זו התשובה גם לבעיה של ייחוד בין תורת הקוונטים לתורת היחסות הכללית וגם לכל ריבוי החלקיקים. התשובה היא באותו עיקרון זעיר שחושבים שאולי הוא קיים. התשובה זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מבטיח ואין לי מושג. התשובה זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מבטיח ואין לי מושג. Alors est-ce que c'est de la science ou de la émouna? C'est très intéressant que tu as déjà décidé qu'est-ce que tu veux trouver, d'après ça tu fais tes recherches. C'est pas que tu recherches et tu arrives à la conclusion, tu as déjà la conclusion avant les recherches. באפקט הקוונטי הזה מראה שבתורת הקוונטים קורה איזה נס חדש. והוא הדבר הבא. ייתכן מאוד, אפילו בצורה כזאת, רק מולקולת בחלקה, ובדרך פלא, על ידי רשת של אינטראקציות רדיות, רוב מתמטיקאים, אתה שואל את התושב, מה רשת הבטן שלו? הוא יאמין שמדובר בדברים שיש להם איזשהו קיום אובייקטיבי. הוכחות חזקות לזה אין, אבל בפירוש זה אחת הגישות. très forte, il y en a pas, mais c'est une des זה נראה פרדוקסלי לגמרי, ואני נורא מבסוט שזה נראה פרדוקסלי, כי זה אומר שאנחנו לא מבינים כלום על הזמן. אני מוכן לומר לך שזה נשמע בעיניי כמעט כתב חרטומי. פלא. כן, אני אגיד לכם מדוע, זה לא נקרא. אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא האם הניסוח שלנו פה בעצם עניינו של פה באמת כתב חרטומי. כן, זה עניינו של פה בעצם Donc, les scientifiques sont des gens intelligents. Ils font des recherches dans le monde entier. Sur le monde entier. Ils font des recherches sur eux-mêmes.
qu'il y a ici une intelligence extraordinaire. Ils comprennent qu'il y a aussi un programme dans le monde. Et ils acceptent le fait qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Le grand problème, c'est quoi? Ils ont simplement un grand problème de dire le mot. Donc, ils préféreront à la place de ça inventer des théories qui sont pseudo-scientifiques, qui se changent d'année après année par de nouvelles théories, et ils arriveront toujours à une impasse à la fin. On peut terminer cette interruption intéressante qu'à la fin on arrivera toujours à une impasse. Ne posez pas toujours la question, vous arriverez toujours à une impasse. Ok? Ok, maintenant, une seconde. Ce qui est très important, c'est de comprendre que ce film-là, ça ne veut pas dire que la science n'est pas quelque chose de bien et d'intelligent et de vrai. D'accord? Mais il y a science et il y a science. Il y a science, des choses qu'on étudie, qu'on peut voir, qu'on peut tester empiriquement au laboratoire, etc. Et il y a les sujets que la science ne peut pas prouver, ne peut pas tester, ne peut pas, c'est pas des choses qu'on a devant les yeux. De tester, de faire des recherches sur ce qu'il y a eu il y a 15 milliards d'années, tu ne peux pas le faire. Il y a eu en Belgique, il y a 5-6 ans, ils ont essayé de refaire le Big Bang. D'accord? Ils ont investi des milliards et des milliards d'euros, des milliards et des milliards d'euros pour refaire et ça a foiré, tout simplement. Ça n'a pas réussi. D'accord? Maintenant, est-ce que, encore une fois, ça ne veut même pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est possible que l'évolution, c'est vrai. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une loi de l'évolution ou c'est une théorie comme on peut en inventer encore 10 000. Et la question, c'est de savoir, est-ce que moi, je dois accepter quelque chose qui n'est pas du tout prouvé, ou alors est-ce que je vais devoir faire en sorte que la Torah s'arrange avec l'évolution, ou alors j'en ai rien à faire. Parce que pourquoi à chaque fois qu'un imbécile va arriver, il va dire, moi j'ai une nouvelle théorie, j'ai une explication, je vais devoir changer toute la Torah pour dire, ah ouais, non, la Torah aussi, ça s'arrange. Si c'est une théorie, c'est une science exacte. Bien entendu, la Torah ne va jamais contre les choses qui sont prouvables, qui sont devant nos yeux, qui sont des choses exactes. Ça, c'est pas possible. Et il n'y a eu jamais de contradiction. Le grand problème, c'est quand tu commences à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la religion et que tu les transformes en religion. D'accord? Quand tu veux dire qu'en fait, toi, en tant que scientifique, tu as une réponse à la religion et que tu veux prouver, comme il a dit, tu mets déjà la conclusion et après tu fais tes recherches. Tu veux prouver quelque chose, donc tu vas déjà arriver à la conclusion avant que tu aies fait déjà la recherche. Commençons à étudier un petit peu. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution? Il y a ce qui s'appelle le patrimoine génétique. Chaque personne, c'est le petit bébé de ses parents. D'accord? Il y a un papa, il y a une maman, il y a des chromosomes, 23 de le papa, 23 de la maman. D'accord? Qui s'assemblent ensemble. Le bébé, il prend la moitié du papa, la moitié de la maman, et on a une cellule. Une cellule. Cette cellule-là, elle va se photocopier une infinie de fois, et elle va grandir, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, 32, etc., jusqu'à qu'on a un bébé. D'accord? Ça, c'est en simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous parle de l'homme, mais en fait, cette théorie, ce que je vous explique là dans la théorie d'évolution, c'est depuis le début de la création. Pas de la création, pardon. Le début où tout a explosé. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des mutations. C'est quoi une mutation? Vous savez comment ça se passe? On a des ATGC. D'accord? Des séquences génétiques. D'accord? Qui font que chaque séquence, c'est un gène qui s'occupe d'une donnée. D'accord? Maintenant, on a les 23 chromosomes du petit bébé. On a l'ARN qui vient et qui photocopie la TGC et qui fait encore 2 nouveaux et 2 cellules, etc., etc.
Le problème, c'est que des fois, on a des photocopies. En quoi? Il y en a un de plus qui se rajoute. Ouais, non, c'est encore la trisomie, c'est autre chose. D'accord? C'est qu'on a une erreur de photocopie. D'accord? Et alors, on a ce qui s'appelle une mutation. D'accord? Maintenant, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de mutations pendant des milliards et des milliards d'années. Il y a eu au début, il y avait quelque chose de tout premier. Cette chose toute première là, elle s'est photocopiée et photocopiée et photocopiée et photocopiée, et il y a eu une mutation. Et cette mutation, elle a été fertile, et il y a eu après encore des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de photocopies, une autre mutation, etc., etc. Maintenant, toutes ces mutations-là, il y a des mutations bien et des mutations qui ne sont pas bien, le monde évolue, d'accord? Maintenant, on passe à la deuxième base, c'est quoi? Ça s'appelle la sélection naturelle. D'accord? La sélection naturelle, c'est quoi? C'est-à-dire que la nature, on ne peut pas donner d'autres noms, la nature, elle fait la sélection naturelle. C'est-à-dire, ce qui est bien pour le monde, la nature le garde, ce qui n'est pas bien pour le monde, la nature l'élimine, s'efface. Donc ces mutations-là, elles évoluent. Les bonnes mutations, elles sont gardées par la nature. Les mauvaises mutations, elles sont éliminées. Et doucement, doucement, en fait, le monde a évolué jusqu'à qu'on ait quoi? La perfection. L'homme. D'accord? Ça a commencé par un petit microbe, etc., un petit poisson, un petit singe, etc., jusqu'à qu'on ait un homme. D'accord? Ça, c'est la théorie. Ok? Maintenant, les preuves. Bien entendu, pour dire ça, c'est très bien de dire ça, mais il faut des preuves pour tout ça. D'accord? Quelles sont les preuves? On a des fossiles. On a des fossiles qui ont des millions d'années. Première preuve. Deuxième preuve, les couches géologiques. C'est-à-dire que si tu prends une montagne et tu la coupes, enfin tu la coupes comme ça en fait, et tu regardes, tu vois qu'il y a des couches par rapport aux époques de l'histoire. Et on va voir quelque chose d'intéressant, que les fossiles qu'on a dans ces couches, plus on descend dans les couches, plus ils sont simples. Vieux et simples. Et plus tu montes dans les couches, et plus ces couches, les fossiles, ils sont compliqués. Donc on voit que quoi? Qu'il y a eu une évolution. On a aussi des fossiles ou des squelettes, on va voir après ça l'histoire des squelettes, d'hommes simples. On a Homo sapiens, Homo erectus, etc., Cro-Magnon, tous les hommes, on voit une évolution dans le corps de l'homme, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a ce qui s'appelle des mutations. Tu vas dans n'importe quel hôpital aujourd'hui, malheureusement, et on voit qu'il y a des mutations. Tu vois, il y a des bébés qui naissent avec toutes sortes, avec 6 doigts, avec 2 têtes, toutes sortes de trucs. D'accord? Donc on voit que jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle les mutations. Donc comme aujourd'hui, il y a des mutations qui se passent, il y a des milliers d'années aussi. Tout le temps, il y avait des mutations. Et les vestiges d'organes. C'est-à-dire qu'on voit que même dans le corps humain, d'accord, on a des vestiges d'organes. C'est-à-dire des organes qui n'ont pas été... que le corps s'est développé, mais la nature n'a pas encore fini son travail. Et donc on voit qu'il y a toutes sortes d'organes qui servent à rien dans le corps, comme le thymus, le coccyx, l'appendicite, etc., qui servent à rien. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de programmateur. La preuve, c'est qu'on a des vestiges d'organes, des organes qui servent à rien. Et qui servent à rien, et que bon, on est encore en train d'évoluer. Donc ces choses-là, elles vont disparaître doucement, mais tout ça, ce sont des preuves pour la théorie d'évolution. Question jusque-là? Quelle? Par rapport à tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un de juif, mais j'ai pas terminé, je vais une question sur l'évolution, je vais voir, comment vous allez écrire, vous allez me répondre je vais vous dire, et c'est... Ok, c'est une bonne réponse, c'est ok. Tiens, une bonne question, mais qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? Je ne veux pas du tout parler de la religion pour l'instant. À la fin, après qu'on va comprendre c'est quoi la théorie scientifique, alors on va dire qu'est-ce que la religion elle répond à ça. Parce que de la même manière que eux, c'est une théorie, quand moi je dis Dieu, c'est aussi une théorie. Je ne vais pas te le prouver scientifiquement Dieu en laboratoire. D'accord?
que si on peut le convaincre. Ça, c'est une réponse. D'accord? Quoi qu'il en soit. Donc, mais ça, c'est à la fin. Après qu'on a déjà comprendre de quoi on parle, après on parlera de la religion. Ok? Ok. Maintenant. Pour comprendre un petit peu comment on fait pour dater tout ça, d'accord? Je veux savoir dans les couches géologiques, etc. Qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après, combien d'années c'est, etc. Comment on fait ça? Le carbone 14, d'accord? Maintenant, donc avec le carbone 14, on arrive à toutes sortes d'évaluations. Bien entendu, c'est pas exact, c'est à peu près, mais quelque chose d'assez intéressant, que en grosso modo, tous ceux qui ont fait ces recherches-là, ils arrivent au chiffre 15 milliards d'années. C'est-à-dire que tout a commencé il y a environ 15 milliards d'années. Ok? Maintenant, pour faire une molécule, chelbon c'est une protéine. D'accord? C'est-à-dire que pour qu'une molécule de protéine se fasse par elle-même, il faut une chance sur... C'est-à-dire que tu prends 10 et tu rajoutes 243 zéros. 10 hein? 10 puissance 243. Maintenant, ça c'est une protéine. Maintenant, une protéine qui est organique, c'est-à-dire qui peut vivre, c'est 10 à la puissance 40 000. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça, c'est écrit dans l'encyclopédie, d'accord? Pas n'importe quel, vous écrivez même Wikipédia, vous trouverez ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour faire une protéine, 10 à la puissance de 143, c'est pas 15 milliards, c'est pas 150 milliards, c'est pas 150 milliards de milliards, c'est pas 150 milliards de milliards de milliards de milliards, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est pour une protéine normale. Si tu veux faire une protéine par erreur qui se fait la vie, qui est organique, c'est 10 à la puissance 40 000. C'est-à-dire que c'est l'infini. C'est l'infini. Pour faire une protéine. On ne parle pas du corps dans toute sa perfection, etc. D'accord? Donc déjà, même si on accepte tout ça, on accepte tout ça. On a un problème déjà dans le temps. D'accord? Bien entendu, comme on a posé la question juste avant, qu'est-ce qu'il y avait au début? Ok? Au début, oublie l'évolution, oublie tout. Qu'est-ce qu'il y avait au début du début? Tu as toujours, même si on accepte le Big Bang, on accepte. Il y avait des gaz, tout a explosé, etc. Comment tu expliques qu'il y a eu le début de la vie? La vie, c'est quelque chose d'intrinsèque qui est une cellule vivante. C'est quelque chose qui a quelque chose en lui-même qui fait que la chose se développe. D'accord? Maintenant, quand on a des minéraux, des gaz, etc., tout ça c'est très bien. Tu as bien entendu la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais ça, on ne pose pas la question, parce qu'on a déjà vu que la science, elle dit, on n'a pas le droit de poser la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant le début? Il n'y a pas de début. Il n'y avait pas de temps. Mais disons que maintenant, on a le début. On a le début. Le début est arrivé, tout est là. Comment la vie a-t-elle commencé? Comment la vie a-t-elle commencé? Comment tu expliques que de tous ces matériaux-là, minéraux, sans vie, on arrive à quelque chose qui a la vie? Ok? Juste aujourd'hui, d'ailleurs, tous les scientifiques du monde entier, dans le monde entier, pendant des dizaines et des dizaines d'années, n'ont toujours pas réussi à faire une seule, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à faire un seul cellule vivante. Impossible de créer quelque chose de vivant. Avec quelque chose de vivant, on peut faire des choses vivantes. Avec des minéraux, on peut faire des choses minéraux. Mais de faire avec des choses qui sont minéraux, quelque chose de vivant, impossible. Avec toute la technologie du monde, impossible de faire ça. D'accord? Ok. Il n'y a pas les cobayes là? Les cobayes? Les cobayes. Les cobayes? Les cobayes. Qu'est-ce qu'ils sont les cobayes? Les clones. Ouais, les clones. Les clones, tu as fait quelque chose de vivant. Tu as fait quelque chose de vivant. C'est quoi un clone? On prend une cellule d'une chèvre, d'une brebis, d'oli, d'accord? D'oli.
et on en fait une autre dolly. C'est déjà vivant. Ok? Ok. On passe ça et après on arrête. Une des preuves de l'évolution, bien entendu, on a dit la base de la théorie, c'est quoi? Les mutations. C'est-à-dire que on a des photocopies, on a des erreurs de photocopie, et alors on a des mutations, et ces mutations-là, elles amènent quoi? L'évolution. D'accord? Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans le monde entier, on a des milliers et des millions de mutations. D'accord? Dans le monde, on a des millions de mutations. Tu vas à Sha'arei Tzedek, tu vas à Hadassah Ein Karem, il y a des mutations. Tout le temps. Le problème, deux problèmes. Premièrement, la grande majorité des mutations, ça amène à quoi? Des catastrophes. C'est toujours des choses qui sont négatives. Tout simplement pourquoi? Parce que ce que Dieu, la nature, comme tu veux, tu l'appelles, il a fait, c'est parfait. Et quand tu fais des erreurs de photocopie, tu fais des choses qui sont des catastrophes. D'accord? Donc ça, premièrement, la quasi-majorité des mutations, c'est des choses qui sont catastrophiques. Deuxièmement, avec les millions de mutations on n'est pas en train d'inventer ou de penser que ça s'est passé. On voit devant nos yeux. Tu vas à l'hôpital, tu fais des recherches, tu regardes. Toutes ces mutations-là, on n'a jamais vu une seule mutation qui a amené à quoi? À quelque chose de nouveau. On n'a jamais eu quelque chose de nouveau. On n'a pas eu un homme nouveau. On n'a pas eu un homme plus avancé. On a des millions de mutations. D'accord? On voit des erreurs. Encore une fois, 6 doigts, 2 têtes, tout ça, oui, on voit. D'accord? Mais est-ce que tu vois, dans toutes les mutations que tu vois devant les yeux, oublie les théories que tu veux dire que ça s'est passé, oui, passé, il y a 10 millions d'années, 100 millions d'années. Toi, t'en sais rien. Ce que tu as devant les yeux, les millions de mutations que tu as devant les yeux. Tu as une mutation que tu as vue devant tes yeux qui a fait quelque chose de nouveau, qui a avancé l'homme, a fait un super homme. On n'a toujours pas vu une chose pareille. Quel? Le principe des mutations, c'est qu'on devient plus résistant. Depuis, parfois on regarde les hommes il y a 100 ans et les hommes il y a plus de 100 ans encore. Les hommes au Moyen-Âge et les hommes maintenant, nous on est beaucoup plus résistants qu'eux. À l'époque, même pas par rapport aux vaccins, par rapport aux maladies, ils étaient beaucoup plus fragiles que nous. Alors que nous, notre corps maintenant il s'est amélioré. Je crois, mon cher ami, on est beaucoup plus résistants aux maladies. Je crois que, mon cher ami, tu fais une grave erreur. Nos corps sont beaucoup moins résistants qu'avant. Beaucoup moins. Aujourd'hui, on est bourré de vaccins et de médicaments. Ça n'a rien à voir avec le corps. Le corps, il est devenu beaucoup plus faible. D'accord? Tes grands-parents, ils pouvaient souffrir et travailler de manière que nous, aujourd'hui, on sort dehors, il fait froid. On est au Liban en 3 jours. Eux, ils pouvaient aller en Sibérie pendant 6 mois. Il fait froid. Ok, on continue à vivre. Les gens étaient beaucoup plus robustes, beaucoup plus forts. Ils vivaient beaucoup moins, pas parce qu'ils étaient plus forts. Parce qu'aujourd'hui, la science a évolué, la médecine a évolué, on a les vaccins, les médicaments, etc. etc. Mais le fait qu'on veut dire que notre corps n'a pas mieux évolué qu'avant. On ne peut pas dire qu'il n'a pas du tout évolué dans une chose bien. Je sais pas, dis-moi quoi. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, quand on parle de l'évolution, on ne voit pas seulement que le même corps il est plus fort. C'est pas de ça qu'on parle. Tu comprends bien que c'est pas que tout d'un coup il y avait un homme et il a évolué en lui-même pour devenir mieux. C'était des millions d'étapes qui ont fait que l'homme a évolué jusqu'à qu'il devienne un homme. L'homme aujourd'hui aussi continue à évoluer normalement d'après la théorie pour devenir un super homme. D'accord? Comme il a commencé en tant que singe. Donc il n'y a aucune raison qu'il s'arrête au milieu. D'accord? On ne voit toujours pas qu'il n'y a aucun homme dans toutes ces années-là, depuis que la théorie a commencé, qu'il y a quelque chose qui a évolué chez n'importe quel homme, avec toutes les millions de mutations qu'on a devant les yeux. Quand ça avait évolué avant, ça a pris des centaines de milliers d'années. Et là, l'homme, ça fait à peine 5 000 ans. Exact. Mais c'est-à-dire que quand il y avait une mutation qui a pris, alors cette mutation a pris des centaines de milliers d'années pour influencer. Mais on voit, ça a commencé avec une mutation, et cette mutation, elle a influencé, et ça a pris des milliers d'années pour influencer le monde entier. Mais aujourd'hui, on ne voit rien qui a commencé à influencer, ou qui a commencé un changement qui va prendre des milliers d'années. Même si ça va prendre des centaines de milliers d'années, il n'y a rien qui a commencé. Ça
ça est arrivé ou pas encore à cette mutation? On en a des millions pour l'instant. Donc encore une fois, on dit en hébreu En la dayan, en la mashen avroot. C'est-à-dire que moi, en tant que juge scientifique, j'ai ce que j'ai devant les yeux. Je peux parler, si je regarde ce que j'ai devant les yeux et que je commence à parler de ce que je n'ai pas devant les yeux et que je dis exactement l'inverse, je dis voilà, on a des centaines de millions de mutations, je vois rien. Mais sûrement dans les milliards de mutations qu'il y a eu avant, il y a eu des milliards de mutations qui ont changé le monde. J'ai pas de raison de dire une chose pareille. Ça va? Et professeur Mayer, de croire qu'une mutation ok, c'est pas très important. Il dit que de croire une seconde qu'une mutation elle peut amener à ce qu'une espèce puisse évoluer de telle manière qu'elle puisse vivre dans un environnement à un autre environnement, ça revient au même que de croire au miracle. D'accord? Donc de croire aux évolutions, aux mutations exactement, et de croire que c'est ça qui amène l'évolution, c'est de la même manière que tu peux croire au même miracle, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Tu peux croire en Dieu ou en la nature, aux mutations, c'est tout la même chose d'un point de vue de statistique. Ok? Question jusque-là? Juste un truc par rapport à ce qu'il y a vidéo. Il a dit que de nos jours, que notre corps il est devenu plus fort. Mais peut-être qu'il est devenu plus fort, mais on n'a pas muté, c'est les mêmes qui se reconstruisent. C'est ce que j'ai expliqué. Les changements, ils ne sont pas dans notre corps. C'est par rapport à la médecine qui a évolué. C'est par rapport à ce qu'on ingurgite, c'est par rapport à la manière dont on vit, etc. C'est pas parce que notre corps a évolué. D'accord? Après, même si des fois il y a des mutations qui provoquent des catastrophes, c'est aussi, ils savent à l'avance que si on limite pas cet enfant, après il va mourir de la naissance. Ils sont obligés de changer des choses. Avant, il faut que le bébé naisse pour. Qui change des choses? Non, si. L'imitation, c'est pas intentionnel. D'accord? Tov, la semaine prochaine, on continue mes attachements. Like,